Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir fidèles à notre rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. En fin d'émission, nous retrouverons Jean-François Kervizik avec son invité. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, c'est le comédien Yu Ming-Hei qui est parmi nous. On a quand même, bonsoir. On a quand même la chance de recevoir un comédien assez impressionnant sur la scène que j'ai vu plusieurs fois. On reviendra avec lui sur sa jeune carrière et son parcours, ses choix, ses rencontres. On verra ça ensemble à la fin de l'émission. Et puis, comme j'ai un trouble obsessionnel compulsif sur les albums de Noël, on va parler de deux albums. Un, celui qui ressort d'Aretha Franklin, et le second, c'est John Legend. Merci. Les astres nous influencent signe par signe. Nous en saurons plus tout à l'heure avec Annabelle Guiraud. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, pour vous servir un petit astro pourriel, votre horoscope mensuel 100% décalé. Décalé tout à l'heure, surtout restez avec nous. L'actualité LGBT+, développée par Étienne Bompé-Femme. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Dans la LGBTQ Actu, nous allons faire le point sur le VIH et le sida, revenir sur l'environnement LGBT-phobe américain et terminer en folie avec Redcar. Ça va être passionnant. Alors dans ton plus de l'actu, qu'as-tu retenu, Nicolas Rividi ? Bien, bonsoir à toutes et tous, chers auditeuristes. Brahim, ce soir dans le plus de l'actu, on va parler de la thèse de doctorat. Ça va être aussi passionnant, vous allez voir. Il est toujours intéressant, ce Nicolas. Aux manettes pour la partie technique, bonsoir à Nathan Hilero et Anatole Macha. Comment ça va tous les deux ? Bonsoir Brahim, ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Toujours heureux de vous voir en face de nous. Salut Anatole. Bonsoir, toujours un plaisir pour moi aussi. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Vous connaissez le principe maintenant. Dans Livrez-vous, je demande à un auteur de se livrer pour faire la promotion de son ouvrage avant l'interview. Par téléphone, nous sommes avec Jalil Jezar. Bonsoir Jalil. Bonsoir Brahim. Merci d'avoir répondu à l'invitation par téléphone. Alors, pour te présenter, tu es issu d'une famille modeste de culture arabo-musulmane et algérienne. Tu as grandi dans la région lyonnaise à Villeurbanne. En 2019, tu as publié le Salon marocain Top Chrono, 1 minute 30, pour nous en dire un peu plus, Jalil. Oui, déjà, avant de présenter davantage, je voulais juste remercier Brahim du coup, de me laisser l'opportunité de pouvoir échanger. Pierre, mon éditeur, notamment Rémi de la Socaro qui m'a parlé de toi. Du coup, en fait, moi, j'ai publié le fameux ouvrage qui dénonce l'inceste et l'homosexualité dans les milieux maghrébins et musulmans. Donc ça, c'était en 2019 et j'ai pas voulu prendre la parole dans les médias parce qu'effectivement, j'étais pas forcément prêt. Et je me suis dit quelques années après la mort de ma mère, que finalement, je pouvais aller bien plus loin sur cette thématique-là et qu'on n'a pas forcément le temps de lire un livre ou les moyens financiers de pouvoir acheter de nombreux ouvrages. Et du coup, je m'étais dit que je pouvais dupliquer le message en fait qui est livré à travers mon ouvrage. Du coup, effectivement, je parle de l'inceste en fait et je véhicule un message d'espoir en fait en disant que l'inceste n'a pas de frontières, l'inceste n'a pas de classe, n'a pas de strate, n'a pas de culture, mais que par contre malheureusement ça existe et que pour autant en fait ça ne tue pas et qu'en fait on peut s'en sortir et du coup s'extraire d'un mal-être et trouver sa part ailleurs. Et grâce moi en tout cas à la vie et à la France et au système éducatif et judiciaire, voilà, j'ai pu m'extraire de mon milieu, j'ai pu bénéficier de la méritocratie pour avoir une carrière on va dire professionnelle qui était assez fulgurante au CAC 40 et j'ai pu notamment m'extraire de cette situation-là pour réclamer l'égalité face à mes droits. Voilà. Et donc du coup j'ai voulu prendre la parole pour justement davantage faire de la pub sur ce livre et davantage sur le message d'espoir qui va avec en disant que clairement l'inceste ne tue pas et qu'on peut retrouver sa part intérieure et vivre un avenir meilleur. Voilà. Alors ton témoignage dans ton livre très poignant et autobiographique. Quel âge avais-tu quand tout a basculé et que ressentais-tu à cette période de ta vie, Jalil ? Alors du coup, ça a commencé à 6 ans, mais ça a duré entre 6 et 13 ans. Après, en fait, par rapport aux émotions, à 6 ans, on n'est pas forcément mature, on n'a pas forcément connaissance des termes et des enjeux et de la situation dans laquelle on peut se trouver. Donc j'étais assez indifférent au début. Et après, plus j'évoluais dans l'âge et plus je comprenais qu'effectivement, en regardant la télé, que
par exemple, ce qui se passait n'était pas forcément normal et du coup, ça m'interrogeait. Et après, c'est plus vers l'adolescence que du coup, il y a eu des répercussions et l'âge adulte où effectivement, j'ai pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle j'ai été. Et quelle image ton père représentait, donc en tant que figure paternelle, et ton rapport dans ton milieu, je veux dire, socio-religieux, culturel, et la relation aussi avec ta mère à l'époque et tes frères et sœurs? Alors, je vais pas faire de polémique parce que clairement, c'est ma famille et donc du coup, c'est pas forcément une généralité dans toutes les familles maghrébines et musulmanes. Mais c'est vrai que dans la mienne, en tout cas, mais c'est pas une généralité. Voilà, enfin, le père avait tous les droits et c'était celui qui était pourvoyeur, enfin celui qui faisait du coup vivre le foyer. Et de ce fait, en fait, il avait tous les droits sur sa famille, en fait. Et ma mère, du coup, elle était soumise. Et c'est vrai que c'était un peu un chien à à son maître. Voilà. Après, encore une fois, c'est propre à ma famille. Toutes les familles ne sont pas similaires, mais voilà. En tout cas, chez moi, c'était ainsi. Et on était assez, voilà, c'était une colocation de fantôme avec mon père, donc on se parlait pas forcément, on s'appréciait pas du tout, voilà, puisqu'il m'expliquait que j'étais pas forcément voulu. Mais après, voilà, c'est vrai que ma mère, on s'aimait d'un amour inconditionnel et elle m'apportait beaucoup d'amour pour justement rester en vie. Mais encore une fois, voilà, c'est propre à ma famille et je ne vais pas faire de généralité, mais c'est vrai que le père, en tout cas, avait tous les droits et il était assez autoritaire. À quel âge as-tu pris conscience de ton homosexualité? Alors, très tôt, mais après, je dois dire que c'est plus à 14-15 ans où voilà, j'ai pu mettre du coup des mots sur ma sexualité. Parce qu'effectivement, j'étais plus attiré lorsque je regardais des films par les hommes que par les femmes. Et après, moi, j'ai l'immense chance, c'est que plus tard, je l'ai dit à ma famille, en fait, à ma mère qui l'a bien pris, mes frères et sœurs. Et ils l'ont bien accueilli et je remercie la vie parce que dans cette situation un peu complexe, j'ai eu de la chance d'avoir des frères et sœurs et une mère tolérante et qui m'a aimé inconditionnellement, en fait. Et de ce crime alors familial à réputation, est-ce que tu as réussi à construire une relation épanouissante avec les hommes Alors, en fait, c'était pas sans traumatisme, parce qu'effectivement, en fait, quand on est victime d'inceste, en tout cas pour ma part, il y a eu quelques traumas, donc il fallait les traiter, mais c'est vrai que j'ai quand même eu l'immense chance de rencontrer deux belles personnes avec qui je suis resté assez longtemps en couple et qui m'ont apporté stabilité psychologique et beaucoup d'amour. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelques sujets qui devaient être adressés parce que c'était un peu compliqué, mais j'ai pu quand même vivre de belles histoires, en fait. Tu as pu donc extirper aussi toutes ces violences sexuelles vécues en écrivant ce livre, d'une intense douleur, Djalil. Et alors, est-ce qu'aussi c'est un besoin pour toi de t'en sortir? C'est une forme de thérapie quelque part, non? En fait, à la base, j'étais à l'étranger, je voulais pas assister au procès, donc c'était clairement une thérapie de pouvoir écrire. Et finalement, en le lisant à des proches, on m'a expliqué que il avait davantage... en fait, on m'a expliqué qu'il faut aider d'autres personnes et que ce serait égoïste de le garder pour moi. Et c'est vrai qu'à la base, c'était clairement une thérapie et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai retrouvé ma paix intérieure et je me suis rappelé ma paix intérieure. Et après, dans un autre temps, c'était pour dire aussi qu'effectivement, on a tous une vie et on a tous en fait un vécu et notre vécu, il peut être partagé, il peut aider d'autres personnes sur certains sujets et il ne faut pas s'en priver. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de ressources au sujet de l'inceste dans les familles musulmanes et maghrébines et je m'étais dit que le fait de pouvoir me voir publier, ça pouvait justement être une ressource pour d'autres personnes qui ont vécu ces situations-là malheureusement ou qui vivront malheureusement cette situation-là. Aujourd'hui, est-ce que tu es libéré de ce lourd poids oppressant et traumatisant? Ah oui, parce qu'en fait, en fait, dans une vie, il y a plusieurs vies. Et bon, du coup, c'est dans une vie passée, en fait. Après, ça fait 2 mois que je suis aussi, c'est une partie de ma vie, mais ça me définit pas, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis plus, j'ai été victime dans le passé, ça m'a aidé à justement être en paix sur ce qui s'est passé et à mettre une étiquette dans le passé. Mais voilà, en fait, après, une vie se vit tous les jours, elle se construit aussi. Donc, clairement, je suis en totale paix et c'est dans le passé, en fait. Et c'est justement parce que je remercie la vie, j'ai pu faire un travail sur moi et avancer avec des professionnels, voilà qu'aujourd'hui, je peux prendre la parole et éventuellement pouvoir véhiculer ce message d'espoir en disant que on peut se rapprocher de sa paix intérieure. Et en fait, et du coup, il ne faut pas que ça nous emprisonne dans un passé, en fait, parce que en fait, il n'y a rien de bon si on n'arrive pas à trouver sa paix intérieure, en fait. Et la vie est tellement précieuse qu'il faut la vivre intensément chaque jour, en fait, et essayer d'apporter de la couleur dans nos cœurs et de trouver sa paix et de se réconcilier avec ce sujet-là. Ça permet justement d'être davantage épanoui. Quelle résilience, vraiment. Alors, quels sont aujourd'hui tes espoirs et ton état d'esprit
et surtout aussi dans ton militantisme gay. L'autre combat, donc en tant qu'enfant abusé par ton père. Quand on t'entend, on se dit, mais c'est fou cette résilience-là, et d'où vient cette force chez toi? Alors, pour être très transparent, en fait, à la base, c'était plus une revanche en me disant, voilà, tu m'as pas voulu, tu m'as piétiné, tu m'as abusé, mais sache que, voilà, bah, du coup, je réussirai dans les domaines que je souhaite pour justement te montrer qu'en fait, ça n'a pas eu d'impact. En fait, du coup, c'était une certaine source de motivation. Et après, finalement, en fait, une fois qu'on a ce qu'on veut, voilà, je me suis dit, bah, c'est plus pour moi, en fait. Et au-delà de, voilà, enfin, en fait, cette force-là, je la plus intéressante parce que je sais ô combien la vie, elle est précieuse. Parce que voilà, j'avais des idées noires quand j'étais plus jeune, et je me suis dit qu'en fait, chacun a sa place sur Terre, chacun en fait a de la valeur. Et quand il en soit, en fait, on peut être piétiné, on peut être abusé. En fait, rien n'enlève notre valeur, en fait. Et du coup, la vie se vit au présent, en fait. Donc, chaque jour est une chance de vivre sa vie. Donc, autant, comme voilà, je l'explique, aller chercher ce qui nous donne du sens. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je prends la parole sur plusieurs sujets parce que je veux clairement, tant que d'autres ne prendront pas la parole, je le ferai, mais humblement et à la hauteur de mes capacités, pour dire que l'inceste ne tue pas. Et j'ai pris aussi la parole sur, notamment, dans la diversité mentrice, que j'étais RSA DRH à 26 ans dans le CAC 40. Et voilà, du coup, j'ai aussi pris la parole là-dessus pour dire que, voilà, en fait, qu'on peut être homosexuel, mais aussi l'assumer et ne pas pour autant être discriminé parce qu'on est homosexuel. Donc voilà, j'avais été élu rôle modèle LGBT 2022 par votre cercle. Je suis aussi exposé à l'Institut du monde arabe dans l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour, pour dire qu'effectivement, dans le monde arabe et dans le monde musulman, il y a aussi des personnalités, enfin des personnes en tout cas, qui peuvent être homosexuels, et pour autant, en fait, on peut bien le vivre, en fait. Donc voilà, j'essaye humblement de faire en sorte que mon passage sur Terre chaque jour, en fait, il puisse donner de l'espoir à des personnes et ne pas se dire, voilà, l'inceste tue, alors que non. Être gay au travail, on peut être discriminé, pas forcément. Être gay dans la communauté maghrébine musulmane, ça va être compliqué, pas forcément. Voilà, j'essaye juste de pouvoir allumer de l'espoir par ce qui m'est arrivé pour pouvoir donner aux gens davantage de ressources, entre guillemets, pour qu'ils puissent être davantage épanouis au quotidien. Jalil, rappelle-nous le titre de ton livre. Le Salon marocain. Et on peut le trouver où? On peut le trouver de partout, des sites Amazon, la Fnac. Voilà, il est disponible en ligne, en commande ou même dans certaines grandes surfaces. Voilà. On aura l'occasion donc lors d'une prochaine émission de mettre en avant tes musiques et tes poésies. Hein. Donc c'est aussi programmé, Jalil. Merci en tout cas pour ton intervention. Merci à toutes et à tous. Merci pour ce message. Merci pour ce que vous faites. Merci cette force et cette résilience. Merci, à très vite. Au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous en arrivons maintenant à l'actu de notre ami Étienne Montpéfam. Oui, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où nous disions coronavirus avant d'opter pour le ou la Covid-19 ? On lui avait trouvé un petit nom pour ne plus être stigmatisant. Eh bien voilà, le 28 novembre, l'OMS a trouvé un nouveau nom à la variole du singe, monkeypox ou wichtichtouille, comme elle appelait Nicolas Rividi. On l'appelle désormais le Mpox pour éviter tout langage raciste et stigmatisant. En France, le comité de veille du Mpox donc a alerté la semaine dernière sur une éventuelle reprise de l'épidémie si les comportements se relâchent et que la couverture vaccinale reste insuffisante. En effet, 132 750 vaccinations ont été pratiquées en France au 17 novembre sur une population cible qui avait été estimée entre 100 000 et 300 000 personnes. Le comité conseille d'intégrer le Mpox dans le suivi des infections sexuellement transmissibles en même temps que les gono, clam, sif, enfin tous les petits noms que j'aime bien leur donner. En revanche, celui qui n'aura pas de joli petit nom, c'est le VIH et le sida. Le 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida, fut l'occasion de faire le point sur la pandémie. Une bonne nouvelle, le nombre de dépistages retrouve son niveau d'avant Covid. En effet, cette dernière épidémie avait conduit à une forte baisse des dépistages, mais pas des conduites à risque. Les autres chiffres sont moins gais. Nous comptons toujours 5000 nouvelles personnes séropositives par an, en baisse pour les HSH, donc hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, nés en France, mais en augmentation pour ceux venant de l'étranger. Quant aux femmes hétérosexuelles nées à l'étranger, elles représentent également un gros contingent de personnes, autour de 1000 par an, découvrant leur séropositivité. Attention néanmoins, ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas de thermomètre qu'on n'a pas de fièvre. L'INSERM estimait en 2017 que quelques 25 000 personnes vivent en France avec le VIH sans le savoir. De même, selon des données de la Haute Autorité de Santé qui n'ont pas été réévaluées depuis 2014, on apprend en France en moyenne sa séropositivité 3 ans après avoir été infecté,
Conséquence, un tiers des découvertes du VIH se font au stade du sida. Or, pris en charge suffisamment tôt, un patient porteur du VIH a aujourd'hui la même espérance de vie qu'une personne qui ne l'est pas, tandis qu'apprendre tardivement sa séropositivité conduit à une perte de chance de maîtrise de l'infection. Et rappelons au passage qu'une personne séropositive qui a une charge virale indétectable grâce à son traitement peut avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire sans préservatif, sans aucun risque de transmettre le VIH, quelles que soient les pratiques, rapports vaginaux, oraux ou anaux. Aujourd'hui, un quart des homos et bi indiquent ne pas s'être protégés lors de leur dernier rapport anal avec un partenaire sexuel occasionnel, donné en stagnation depuis 2017. La prévention a évolué chez les gays. En 2017, 2 tiers utilisaient un préservatif contre 45% aujourd'hui. Merci à la PrEP qui s'est installée comme un moyen de prévention utilisé par près d'un HSH sur 3 contre 7% en 2017. En parallèle, pour les autres IST, le tableau n'est pas meilleur. Le nombre de personnes atteintes de chlamydia a quasiment doublé entre 2014 et 2021 à 86%, principalement en Outre-mer et en Île-de-France. Elle concerne particulièrement les moins de 26 ans qui représentent 65% des cas dépistés par les Cégides, les centres gratuits anonymes de dépistage. Les gonocoques sont quant à eux en augmentation continue depuis 2016 avec une croissance de 45% entre 2020 et 2021. Heureusement, les résistances de bactéries aux antibiotiques diminuent, passant de 0,8% en 2019 à 0,2% en 2021. La syphilis reste relativement stable en Cégide, mais explose en médecine de ville avec une hausse de 42% par rapport à 2020. On ne le rappellera pas assez, protégez-vous avec préservatif et ou PrEP, et quel que soit votre moyen de prévention, dépistez-vous régulièrement. On va faire un tour aux États-Unis ? Oui, après le massacre au club Q, nous aurions pu nous attendre à une mobilisation comme celle qui s'était formée en 2016 après le massacre au Pulse à Orlando qui avait conduit à la mort de 49 membres de notre communauté et à 53 blessés. Aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des tweets d'hommage, de soutien, etc. Mais peu de mobilisation générale et pas de chansons de Sia. Je me souviens, le dimanche 20 novembre 2022, le lendemain du massacre au club Q, le sujet était relégué au fin fond du JT de 20h de France 2. Après, dans l'ordre, l'ouverture de la Coupe du Monde, l'échec de la COP27, l'inquiétude des Restos du Cœur, les illuminations de Noël, les injections clandestines, la géolocalisation des enfants, la révolte en Iran. Il s'est retrouvé coincé dans un dossier en bref dans le monde, aux côtés des risques pour la centrale de Zaporizhzhia, on comprend, et le retour d'Elon Musk sur Twitter, un peu moins. Ce désintérêt est-il lié aux morts au kilomètre des journalistes ? 5 morts à 8000 km intéresseront-ils les téléspectateurs français ? Ou est-ce lié au fait que nous ne sommes plus sous la présidence de Barack Obama ? Le monde a changé. Depuis, nous avons eu Trump et ses LGBT-phobes, la radicalisation d'extrême droite, etc. Aujourd'hui, la mobilisation ne se fait plus du côté des humanistes, mais des haineux. Ainsi, le 30 novembre, le département de la sécurité intérieure avertissait les États-Unis d'un environnement de menaces accrues pour les personnes LGBTQI+, et les minorités. Et en effet, le 1er décembre, on apprenait qu'un homme a été arrêté après avoir sorti une arme et proféré des menaces dans un bar gay historique du Minnesota. 3 jours avant, des bars gays d'Atlanta avaient été visés par des menaces terroristes. Un suspect a été arrêté. Et ce vendredi, un homme a été arrêté au Texas pour avoir menacé un médecin de Boston qui apporte des soins aux personnes transgenres. Quand on sait que la mode américaine arrive toujours quelques mois ou années plus tard en France, j'ai un peu les boules, les amis. Et dans le reste, oui. Bon, notons tout de même que certains Américains gardent la tête sur les épaules. Le Sénat états-unien a voté une loi protégeant le mariage des couples de même sexe afin de s'assurer qu'ils ne connaissent pas le même destin que l'avortement. Maintenant, elle doit repasser à la Chambre des représentants. Et dans le reste du monde, Étienne ? Oui, plus rapidement. En Indonésie, 2 soldats ont été condamnés à 7 mois de prison et bannis des forces armées pour avoir eu des relations sexuelles entre hommes, ce qui est interdit dans l'armée car considéré comme un comportement inapproprié. À Singapour, le Parlement a, lui, révoqué mardi une loi pénalisant les rapports sexuels entre hommes datant de l'époque coloniale, cet élément de civilisation apporté par les Occidentaux si cher à Nicolas Sarkozy. Hélas, le Parlement en a profité pour modifier la Constitution et préciser qu'un mariage ne peut être que l'union d'un homme et d'une femme, empêchant ainsi les couples de même genre d'obtenir l'égalité devant le mariage.
Et au Japon, enfin, seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions entre personnes de même genre, une décision de justice fait espérer une évolution sur la légalisation du mariage pour tous. Celle-ci estime que l'absence de protection juridique des partenaires de même sexe constitue, je cite, une situation anticonstitutionnelle. Le sujet revient donc sur la table, mais il n'est pas certain qu'il avance réellement. Depuis 2019, plus d'une douzaine de couples d'homosexuels ont intenté des actions en justice. En 2021, le tribunal de Sapporo avait considéré que la situation actuelle violait le droit à l'égalité garanti par la Constitution, mais en juin dernier, un tribunal d'Osaka avait jugé au contraire que la non-reconnaissance du mariage gay n'était pas contraire à la Constitution. Affaire à suivre. Avant la musique, un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces infos, Annabelle? Eh ben, c'est au niveau santé, les MST hors VIH qui augmentent. Et c'est toujours ce souci de la prévention qui manque. Alors, par souci de ressources matérielles, humaines et aussi monétaires, enfin, voilà, argent. Et également, ce qui manque, je pense, c'est aussi la sensibilisation des jeunes. Commencer dès le collège, le lycée. À notre époque, on était sensibilisés à cela. Je pense qu'il faudrait en remettre une couche. Et dans les universités également. Notre invité. Moi, je retiens qu'il n'y a pas eu de chanson de Sia. et qu'en vrai, non, il n'y a pas eu de mobilisation, en fait. Et c'est vrai qu'à Orlando, il y en avait eu beaucoup plus. Et là, on n'en a pratiquement pas entendu parler. Nicolas? Non, on va retenir que ce qui se passe aux États-Unis est quand même assez préoccupant. Hein. C'est quand même le pays qui se prétend être celui des libertés individuelles. Et manifestement, parce qu'on parle des LGBT dans cette émission, mais la réalité, c'est que c'est dégueulasse pour la plupart des autres minorités qui habitent le pays. Et que, voilà, quand on n'est pas un blanc protestant aux États-Unis, et je dis un blanc protestant aux États-Unis, on est clairement dans une société, enfin on est clairement dans une classe sociale qui est exposée à des dangers, à des violences. Jean-François? Moi, je me suis dit que le M-Pox, ça posait problème quand même, parce qu'il y a M-Pokora, j'ai un peu peur qu'on mélange, parce que ça gratte pareil et c'est aussi chiant en fait. Donc pour ça, je voulais quand même, je sais pas, il faudrait revoir le truc, quoi. Cela dit, si c'est sexuellement transmissible, peut-être que ça se tente. Ah ouais. Tu veux M-Pokora dans toi? Ok. On passe à la musique, Étienne? Oui, bien sûr, et pas M-Pokora, heureusement. Pour finir, je veux revenir sur un album sorti le 11 novembre, Redcar, Les Adorables Étoiles, prologue. Cet album de Redcar, le nouveau personnage de celui qui se faisait appeler Christian the Queens, est magnifique. Comme son jeu sur les personnages, il me fait énormément penser à David Bowie, période Black Star, au niveau de l'instrumentalisation qui vire par moments du côté jazz, comme avec le morceau qui ouvre l'album, ma bien-aimée Bye Bye. Belle métaphore sur la transition. Mais surtout, ce que j'aime dans cet album, c'est la recherche de nouveaux sons qui tendent vers les années 80, mais restent résolument modernes, de la part de cet artiste qui refuse de composer des hits commerciaux, comme il l'explique dans le bel article pour le magazine Numéro, dans lequel il nous évoque sa transidentité de manière subtile et naturelle. Il nous explique aussi dans cet article qu'il voulait arrêter la musique quand Mike Dean, le producteur américain de Kanye West, Lana Del Rey et Jay-Z, entre autres, lui a proposé de collaborer avec lui. Alors, après un périple par le Mexique, pour contourner le confinement américain, il l'a rejoint et travaillé pendant 2 ans sur ce projet d'envergure dont le spectacle mêlera danse et théâtre. Donc, pour finir cette chronique d'actualité très dense, je vous propose de partir en folie avec Tu sais ce qu'il me faut de Redcar. Oh, je te vois marcher. Oh, je te vois marcher. Tu marches vraiment très chaloupé. Oh, je te vois danser. Oh, je te vois danser. Quand tu danses, tu mets un brasier. Oh, je rêve de toi. Oh, je rêve de toi. Et quand je rêve, ça s'arrête pas. Hey, hey. Oh, je pense à toi. Oh, je prie pour toi. Pour te revoir marcher devant moi. Oh, yeah. Tu sais ce qu'il me faut. Tu sais ce qu'il me faut. Tu sais ce qu'il me faut. Tu sais ce qu'il me faut.
ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Tu sais ce qu'il me faut. La gueule. Tu sais ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Tu fais ce qu'il me faut. La 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 la. Tu cours les cheveux. La 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 la. Tu fais comme il faut. Et cours les cheveux. La 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 la. Et cours les cheveux. Et cours les cheveux. La 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 la. La 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 la. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Avant d'écouter Annabelle, je vais faire un tour de table. De quel signe êtes-vous? Je sais que tu es Sagittaire comme moi, Étienne. Eh oui, tout à fait. Ouais. Et notre ami Wing? Je suis Balance. Balance. Nicolas? Moi, je suis Gémeaux. Gémeaux. Et toi? Et moi, je suis Lion. Lion. Et nos amis réalisateurs, de quel signe êtes-vous, Nathan? Moi, je suis Gémeaux aussi, comme Nicolas. Anatole? Et moi, je ne sais pas. Il ne sait pas. Et par contre, Annabelle, c'est tout dans Art Pourriel. D'Astro Pourriel, pardon. Astro Pourriel, oui. Alors avant de débuter dans le dur zodiacal, je te propose un rapide tour de cartographie astrale. Côté rétrogradation, on compte 4 planètes en half-pipe. Mars, Mercure, Neptune et Uranus. Les circonvolutions devraient donc être moins rudes avec ce quatuor qu'au mois de novembre. À noter aussi dans ton agenda. Le 8 décembre, pleine lune en Gémeaux. Si tu as des projets, réfléchis vite et fonce. Il y a aussi le 23 décembre, nouvelle lune en Capricorne. Relax Max et prends de positif tout ce qui est à prendre. Bon, après ce tour du ciel, passons aux choses sérieuses. À toi, qu'est-ce qui t'attend pour décembre? Allez, on commence par Sagittaire. Brahim, tu as tout bu ton bois bandé le mois dernier. Résultat, l'amour est surtout physique avec toi en décembre. Quand tu y vas, hein. Tu seras tout émoustillé en décembre. Tu auras envie de t'amuser, de sortir, de découvrir de nouvelles activités, gâter tes proches au dépit de ton compte en banque. Alors c'est sûr, dès lors qu'on te parle boulot, de sujet qui prise de tête, t'es tout de suite moins motivé. T'as peut-être raison. Faut profiter. On ne vit qu'une fois. Et janvier est un autre mois. Ah là là, ça promet. Capricorne, c'est la mouise et pas la mouise. Je m'explique. Tu vas faire rupture. Tu vas te remettre en question et tu vas pas faire semblant. En bref, tu démarres tes bonnes résolutions avant la fin de l'année. Conséquence, tu vas ranger ton petit bazar intérieur et tu vas prendre de grandes résolutions en amour, amitié et pour le boulot aussi. Côté santé, tu deviens un moine tibétain. Pour sûr que tu n'auras pas besoin de citrate de bétaïne pour récupérer de tes excès pendant les fêtes. Allez, file vite ma petite crevette, il y a le Dalai Lama qui t'attend. Verseau. Tu poursuis sur ta bonne vibe de novembre jusqu'au 15 décembre. Après, tu redeviens un touche à foin, comme on te connaît si bien. Traduction, célibataire, Cupidon repassera en janvier. En couple, moi je donne un conseil à ta moitié à l'antenne, achète un bouclier. Même topo pour le boulot. Non, je t'ai pu, la coupe est pleine de gloire jusqu'à mi-décembre. Après, chérie, t'as envie d'une chose. Prendre tes clics, tes claques et ton slip et partir te retirer les fesses au soleil. En plus, ce mois-ci, tu peux, t'es large niveau finance. Poisson.
Ah, quel mois, ma petite sirène. L'amour est de retour. Tu étais partie pour un simple date, tu repars avec l'amour de ta vie dans ta hotte. Hot, 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 c'est comme cela que l'on résumera pour les poissons en couple. Quant au travail, motivation zéro. Niveau sous, tu frôles le carton rouge, mais ça va passer pour ce mois. En fait, avec toutes ces émotions, tu es un peu chamboulé. Tu as besoin de repères. Ah bah tiens, Noël approche. Occasion de te ressourcer avec les tiens et de refaire tes écailles. Bélier. Bientôt Noël, et tu vas pouvoir t'adonner à tes activités favorites. Claquer le pognon que tu n'as pas, comme d'hab, hein. Je te vois déjà enfiler ton manteau pour filer au BHV Marais. Tu as envie de faire la fête, toujours avec l'argent que tu n'as pas. Noël, ça te rend dingo. Tu bascules dans un monde féerique, rythmé en boucle par All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Décidément, rien ne peut t'atteindre. Quant au reste, on verra l'année prochaine. Taureau. Oh, t'es tout chonchon. Ça bouge dans ta vie et le changement t'aime pas. Hein. Alors, pour encaisser, il serait bien que tu écoutes les conseils de Moment, la personne que tu connais le mieux. Mais, comme tu as toujours raison, tu n'y vois aucune utilité. Cependant, tu risques fort de te refermer sur toi et ta moitié, risque de ne pas comprendre. Heureusement, avec la pleine lune du 8 décembre, tu vas te ressaisir et suivre Astropouriel. Tu vas t'ouvrir aux autres et rayonner. Et si tu pensais que tu allais passer tes journées sous la couette à regarder des films de Noël. Gémeaux, ce mois-ci, tu es plein d'énergie et de gouaille pour arriver à tes fins. Ta tchatch aboutira à une belle rencontre. En couple, tu joueras de la corde sensible et arriveras à tes fins. Et puis, on est en décembre, Noël, Saint-Sylvestre. Tu es toute euphorique à l'idée de projets de bamboche à venir. La CB pourrait se mettre à flamber. Et tu sais comme moi que ce n'est pas trop le moment, hein ? Bah oui. On en revient toujours à ce concept de sobriété, tu sais, ce faux nouveau principe pour faire des économies et qui existe depuis Mathusalem. Cancer. Alors en décembre, t'es tout foufou. Amoureux, bourreau des cœurs, forme olympique, portefeuille qui déborde et tout le monde te kiffe. En vrai, il n'y a rien à dire, tellement les étoiles sont avec toi. Alors juste, profite. Juste un truc quand même. Mais bon, pire, tu verras ça l'an prochain. Ah non, tu procrastines pas, toi, c'est vrai. On dirait qu'il y a dans ce mois pas mal de paperasse. Bref, à partir de la seconde moitié du mois, tu vas te calmer, tu vas régler tout ça. Mais t'es organisé, ça va bien se passer. Lion. 2 salles, 2 ambiances ce mois-ci. Au début, tu te la joues Casanova et puis soudain, bam, une rencontre qui va te mettre des paillettes dans la vie. Des inséparables, telle une moule accrochée à son rocher. Concernant le boulot, tu as la tête dans le guidon pour arriver à tes fins. Bon, on sait bien que tu es infatigable, mais quand même, profite de ces fêtes pour récupérer. Tu ne veux pas ? Et si je te dis que c'est ton porte-monnaie qui te le demande, il est au beurre du burn-out. Vierge, le doute t'habite. C'est comme ça. Ah, quand c'est comme ça, t'es à prendre avec des pincettes. Même pas la peine de parler amour. Au bureau, enfin à l'open space, tes collègues te sortent tous par les yeux. Si on pouvait revenir au bureau individuel, qu'est-ce que tu serais mieux ? Tu pourrais aller sur venteprivé.com sans te cacher, écouter les podcasts d'Homo Micro à tue-tête. Vivement les vacances pour glandouiller à la maison, canapé, série télé, chocolat, dodo en boucle. En attendant, reste en confiance. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est obligé. Balance. Un peu fatigué, mais tu gardes le moral. D'ailleurs, bonne nouvelle, tu devrais faire de futures rencontres. Tu auras le feeling. En couple, tu réalises à quel point tu es en phase avec ta moitié. Loin derrière toi l'engueulade du lundi 7 novembre à 20h32 pour un verre lavé mal essuyé. Au bureau, l'ambiance est calme. Aucun intérêt pour toi. Côté finance, c'est pas la meilleure période pour réaliser des économies. Mais toi, t'as le business dans la peau. Tu négocies le prix des consoles de jeux à offrir à tes neveux et nièces. Prix de gros. Fallait oser à la Fnac. Scorpion, tu es de bonne humeur, moins impulsif, plus à l'écoute. Et ça porte ses fruits. Célibataire, tu t'ouvres plus facilement aux personnes qui t'entourent. Ouvre l'œil, l'élu de ton cœur est tout près. En couple, c'est la parfaite entente. Concernant le boulot, c'est feu d'artifice. Tu atteins tous tes objectifs. Bingo! Tu touches ta prime qui va faire un passage éclair sur ton compte. Bah oui, c'est Noël. Réinvestissement illico presto au printemps, au bon marché à la Samaritaine. L'occasion est trop belle pour se faire du bien. Merci Annabelle. Est-ce que vous vous êtes retrouvée un peu dans ces prévisions ? Notre invité, tiens, balance. Je me suis demandé comment tu savais pour le verre pas lavé. Elle sait tout, Annabelle. C'est dingue. Tu t'es retrouvée Sagittaire pas mal, hein ? Bien sûr, bien sûr. Bon, là, tu me promets de l'amour physique à non plus pouvoir. Le mois dernier, j'y croyais, hein, mais par contre, tu m'as pas parlé de la gastro pendant 10 jours. Ça a un peu gâché le truc. Hein. Nicolas, tu t'es retrouvé aussi ?
Oui, toujours plus ou moins. Voilà, c'est d'autant plus qu'il faut noter quand même que ces derniers mois pour les Gémeaux, c'est quand même pas dégueulasse en fait. Ouais. Hein. Donc c'est toujours plus sympathique d'entendre ce genre de nouvelles plutôt que t'es au fond de ton plumard, tu fais rien, tu bouges pas. T'as pris conscience de ton âge, tu grossis, enfin voilà. Non, là c'est toujours dans des. C'est positif. T'es hyper actif, t'es machin. Voilà. Est-ce que Annabelle me fait pas une fleur? Je ne sais pas. Voilà. Tu t'intéresses vraiment aux planètes? Tu t'es acheté du matériel, tout ça, depuis chez toi, depuis ta fenêtre? Tu peux Acheter nous en du dire matériel, plus? tu rigoles. J'ai fait du matériel. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus là, non? Bon, c'est pas le Non, sujet. c'est pas le sujet. Bon. Oui, bon, voilà, j'ai construit un télescope de mes mains et je vois Jupiter et machin et trucs. Et bon, voilà. Jupiter, mais il est à l'Élysée. Jupiter, non. Oui, non. Alors, il a changé de nom. Il a hein. changé de dit nom. qu'il se sentait plutôt Héphaïstos. Héphaïstos. Voilà, dans la catégorie, non, c'est lunaire. Non, mais il est en interview. Le mec, on lui dit alors Jupiter. Non, pas trop Jupiter. Là, tu te dis, il va retomber sur Terre. Là. Non, Héphaïstos. Voilà, tranquille, pépouze. Le mec, il se dit, bah tiens, une autre divinité. Enfin, ce mec est assez formidable. Non, mais, il est beau par ailleurs, mais. Voilà. On préfère Brigitte. Non, mais moi, je préfère toujours les vieilles, n'est-ce pas, Brahim? Ouais, ça je sais. Merci beaucoup, Nicolas. Et toi, Jean-François? Alors, moi, Annabelle m'a promis des paillettes, donc j'aimerais bien savoir quand exactement, s'il Non, te mais plaît. c'est uniquement de la PMA, par contre. C'est des paillettes de PMA. Ah, mais bon, et toi qui grossis sur ton lit, si j'étais toi. Merci, Annabelle. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et le plus de l'actu, Nicolas, avec toi ce soir. On retourne à la fac. On va parler de la thèse de doctorat. Alors, une première question peut-être, tout simplement. Pourquoi ce sujet? Eh bien, oui, Brahim, en fait, pourquoi ce sujet? Parce que c'est pas forcément très LGBT, c'est pas forcément très commun, et c'est vrai qu'on parle rarement des thèses de doctorat. Alors, en fait, le truc, c'est que sur Twitter ce week-end, enfin, fin de semaine dernière, il y a eu une espèce de shitstorm, comme Twitter seul en a le secret. Il y a une jeune femme qui venait de soutenir sa thèse en égyptologie, qui a posté une photo, son compte avait 80 followers, je crois, qui a posté une photo d'elle pendant son pot de thèse avec une bouteille de champagne, etc., pour laisser éclater sa joie. Je vous expliquerai plus tard dans la chronique pourquoi est-ce que c'est important de laisser éclater sa joie le jour de la soutenance. Et la malheureuse s'est pris une tornade, et notamment ourdie par Sardine Ruisseau, qui est le compte parodique de Sandrine Rousseau, qui lui est tombé dessus. Ce compte est d'ailleurs a priori est tenu par une personne de l'extrême droite, et lui est tombé dessus en faisant des remarques sur son physique, le fait qu'elle avait mis 11 ans à faire sa thèse, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, en lisant une partie des remarques qui ont été postées en commentaire, et qu'elle a elle-même repartagé en disant voilà ce que je me suis pris, du coup je me suis dit que ça valait peut-être le coup de débunker un peu ce qu'est la thèse, et de faire un peu le tour de ce que représente ce diplôme-là, qui en fait est souvent brandi un peu à tort et à travers, soit positivement, soit négativement, et en général, la population globale, c'est pas forcément ce qu'il y a derrière, et à moins d'en avoir fait une et d'être passé par là, souvent ça reste quelque chose d'assez obscur. Donc voilà le pourquoi de cette chronique. Alors, au juste, ça se passe comment une thèse? Globalement, ça se passe. Voilà, ça se passe ni bien ni mal. C'est extrêmement rare. Il y a guère que mon mec qui se targue d'avoir passé une thèse où tout allait très bien, avec des relations beau fixes avec son directeur de thèse, etc. Je suis encore admiratif de la performance. En tout cas, me concernant, c'était pas vraiment mon cas. Mais bon, toujours est-il que c'est une formation d'exigence, c'est une formation d'excellence. Donc, si vous vouliez un truc pour la rapprocher, vous prenez les reportages sur les petits rats de l'Opéra de Paris, et l'idée est à peu près la même. C'est-à-dire que pour arriver à un niveau d'excellence très élevé, il faut en fait un niveau d'investissement et un niveau d'exigence avec soi-même, et c'est ça, un sacerdoce, le mot est très bien trouvé, qui va avec. Voilà, donc il n'y a pas de fumée sans feu, mais le problème, c'est que c'est aussi un poids humain, souvent, parce qu'on se retrouve dans des situations de très fort investissement personnel, et quand il y a des critiques qui sont formulées, quand il y a des blocages ou des choses comme ça, c'est extrêmement difficile parfois de se détacher et de ne pas prendre personnellement les échecs qui arrivent, ou ce qui est remonté par les encadrants, les encadrantes, etc. Donc c'est un peu un espèce de maelstrom émotionnel, souvent, la thèse. Et donc,
C'est pour ça que quand cette jeune femme laisse éclater sa joie en disant après 11 ans de travail, et je reviendrai sur le 11 ans aussi, pourquoi c'est important et pourquoi ça ne doit pas être un sujet de moquerie, après 11 ans de travail, je soutiens enfin ma thèse de doctorat, en fait c'est une libération, c'est-à-dire que quand on arrive le jour de la soutenance, quand le jury prononce machin, vous êtes docteur ou docteureux en sciences, etc., blablabla, vous avez obtenu, le jury tient à vous féliciter particulièrement, etc., c'est une libération. C'est une libération qui d'ailleurs est souvent, alors moi je l'ai vécu comme ça, assez immédiatement détruite par le système universitaire, puisqu'en général on soumet sa thèse au milieu d'autres choses. On défend sa thèse au milieu d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours une manip ou un truc prévu le lendemain ou le surlendemain, c'est pour qu'on comprenne bien que de toute façon ce n'est qu'une étape. Et alors, c'est pas complètement faux parce qu'en réalité, dans le cadre d'une carrière universitaire, la thèse est effectivement qu'une étape parce que si on veut continuer dans la carrière universitaire, il faut se taper des post-docs, présenter des concours CNRS une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et sacerdoce numéro 2, pour reprendre le mot très juste d'Annabelle. Donc en fait, voilà, c'est un peu ce qui se passe. Alors, j'ai dit 11 ans tout à l'heure. Pourquoi ça ne doit pas être un sujet de moquerie ? Parce que moi, j'ai fait une thèse en sciences dites dures, bien que je refute ce terme, mais une thèse en sciences financée. Et que quand on fait une thèse en sciences financées, on est payé, on peut s'y consacrer à 100%. Il y a plein de disciplines encore aujourd'hui, notamment dans les sciences humaines, sciences sociales, en histoire, en géographie, en égyptologie, et donc en archéologie au sens général, où les thèses ne sont pas financées. C'est-à-dire que les personnes qui préparent ces diplômes-là doivent avoir un travail à côté pour pouvoir bouffer tous les jours. Et donc quand on a un travail à côté pour bouffer tous les jours, et qu'en plus de ça, il faut calquer dessus une autre journée, qui est la journée d'exigence type de la thèse, effectivement, on ne fait pas la thèse en 3 ou 4 ans, on la fait plutôt en 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans quelquefois, parce que c'est extrêmement demandant et le niveau d'exigence, là encore, je le rappelle, est hyper élevé. Est-ce que c'est bien vu d'être docteur ? En fait, ça dépend où, ça dépend pourquoi et ça dépend avec qui. C'est-à-dire que selon le milieu, selon l'endroit, les perceptions, elles vont être... En fait, j'ai tendance à penser que les perceptions, elles sont toujours biaisées. Soit biaisées négativement, le rat de laboratoire, l'éternel étudiant ou l'éternelle étudiante, etc., la personne qui est un foutu de travailler, ou biaisées positivement, c'est-à-dire quand certaines personnes nous prêtent parce que on va être docteur, des capacités qu'on n'a pas. Ou en tout cas, reconnaissent aisément que si on raconte... plus précisément, reconnaissent dans les conneries qu'on raconte une part de vérité sans chercher plus loin la vérification. Alors en fait, moi je pense que de ce point de vue-là, d'ailleurs, le titre de docteur donne plutôt une responsabilité qu'un droit d'emploi ou de parole, parce que c'est une responsabilité morale. En fait, à partir du moment où les gens présupposent sur un titre que l'on va dire quelque chose de vrai, ça oblige à dire à minima des choses pas trop fausses. On met le vrai de côté, mais en tout cas des choses pas trop fausses. Ouais. Pendant la période Covid, on a vu énormément sur les plateaux de télévision beaucoup de docteurs de différentes disciplines qui intervenaient dans le débat, mais dont la santé n'était pas la spécialité. Alors cela pose-t-il un problème d'éthique, Nicolas ? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pas d'interdiction de parole. Après tout, les docteurs et docteureux sont des citoyens et des citoyennes comme tout le monde, donc ils ont la possibilité de s'exprimer. Après, la question, c'est que si on avance son titre et qu'on le met en avant sur un sujet, à minima, comme ça risque d'avoir une influence sur la façon dont le propos va être perçu, ça donne une responsabilité supplémentaire. Et puis j'allais dire même dans une responsabilité supplémentaire. Et j'allais dire même dans sa propre spécialité. En fait, la réalité des choses, c'est que ce qu'on a pu apprendre pendant sa thèse, si on s'est décorrélé du milieu universitaire ou du milieu de la recherche, peut ne plus être d'actualité. Donc la responsabilité, elle vient aussi du fait que il faut se tenir à jour, il faut se tenir à la page et surtout avoir une forme d'humilité, je pense, et savoir dire qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on est docteur dans une discipline, coucou Idrissa Berkane, c'est pas parce qu'on est péniblement docteur X fois avec des thèses foireuses dans une discipline qu'on est pertinent sur le Covid, qu'on est pertinent sur le nucléaire, qu'on est pertinent sur tout un tas de choses. Donc, je dirais que c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Je pense que on est
il y a des règles en fait qui s'appliquent aux docteurs. Il y a des règles qui s'appliquent aux chercheurs en matière de déontologie et qu'elles doivent être respectées. D'ailleurs, à ce titre, il y a une prestation de serment qui a été instaurée récemment sur le fait pour les jeunes docteurs, les jeunes diplômés du doctorat, de prêter un serment dans ce sens, c'est-à-dire de déontologie et de respect partout de la démarche scientifique, des règles qui s'imposent, etc. Et puis voilà, puis c'est aussi, je dirais, dans une moindre mesure, mais ça existe aussi, le problème d'un certain nombre de titres usurpés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent comme docteurs et qui ne sont pas docteurs et qui utilisent ce titre-là pour, je dirais, comment dire, asseoir un propos qui n'est pas forcément légitime ou qui n'est pas forcément vrai, et ça c'est un problème, alors notamment chez tous les praticiens des médecines dites naturelles, où ces médecines-là, en tout cas ces pratiques-là, peuvent présenter un danger pour les personnes, et donc voilà, c'est aussi à signaler. Pour finir, Nicolas, et avant de passer peut-être la parole à Annabelle, qui a peut-être des choses à dire sur le sujet, est-ce que tu recommanderais à des jeunes, par exemple comme moi, qui veulent se lancer dans ce type d'études, d'y aller? Déjà savoir lire, écrire, compter, mon chéri. Ça peut être utile. Non, mais en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il faut. Moi, je ne saurais que trop le recommander. C'est une formation qui m'a beaucoup apporté. Je pense que je suis ce que je suis aujourd'hui, entre autres, au-delà de mon sujet d'étude, parce que j'ai travaillé de cette façon-là et que ça forge aussi d'une certaine manière. Et donc, voilà, il ne faut surtout pas en avoir peur. Par contre, il faut savoir dans quoi on s'engage, parce que c'est très engageant. Et donc, si déjà au début, on a un doute sur le fait que oui, j'ai vraiment envie de faire une thèse, voilà, c'est peut-être une petite alerte pour s'engager là-dedans, mais qui sait, peut-être que ça peut être une révélation aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Annabelle, pour conclure. Oui, la thèse c'est l'école de la vie, l'école de la vie du travail. Et on tire beaucoup de cette expérience ce qu'on appelle des soft skills, mais aussi des hard skills. Enfin, voilà, on peut travailler comme moi, j'ai fait de la physiologie cardiaque et nutrition, et maintenant je fais complètement autre chose, mais ça m'a apporté des bases, une méthodologie de travail et des qualités qu'on ne savait pas qu'on avait en soi et qu'on peut revendre après dans le monde du travail. Voilà. Merci à tous les deux. Homo Micro, l'invité du jour. D'intervenir peut-être avant de passer à notre invité, Jean-François. Non. Je veux juste dire à Nicolas que quand tu disais qu'en France, pas en France, en fait, tu nous disais qu'on a le droit de pas tout savoir. Le problème en France, c'est qu'il y a deux choses qu'on se permet jamais. Un, c'est de dire non, et deux, c'est de ne pas répondre à une question. En fait. Donc, je pense que c'est un problème qui est plus global qu'un problème de thésard ou de voilà. Nous allons passer maintenant à ton invité, Jean-François. Mais absolument. Notre invité il est exceptionnel, comme je vous le disais en début d'émission. Il s'appelle Yu-Ming He. C'est un jeune comédien, mais qui a déjà une très très belle carrière derrière lui et 4 fois plus devant lui. J'ai eu l'occasion de voir la pièce dans laquelle il jouait encore tout récemment, qui s'appelle Herculine Barbin, Archéologie d'une révolution, qui revient sur l'histoire vraie, bien évidemment, et écrite par elle-même. Écrite par elle-même sur son intersexualité. Donc ça a fait l'objet d'une pièce. Mais avant d'en parler et avant de parler de ses projets, je voulais quand même savoir comment, Yu-Ming He, tu es arrivé dans le monde du spectacle. J'ai commencé à 5 ans le théâtre. J'ai toujours voulu faire ça. Et du coup, je sais pas trop. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'inscrire à un cours. Et donc, j'ai commencé très tôt comme ça. Et ensuite, j'ai fait de la comédie musicale avec Karine Reggiani, la fille de Serge Reggiani. Donc, je faisais des spectacles pendant 2 ans, des spectacles. On était des enfants, ça s'appelait Nous les enfants. Et donc, on n'est que des enfants à faire le spectacle où on chante, on danse, on fait du théâtre. Et puis, en fait, ça va être... Le moment où j'ai vraiment fait du théâtre, c'est après le lycée, c'est à 17 ans où je suis rentrée dans une école départementale de théâtre, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et voilà. Et tu m'avais parlé, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé aussi de voltige et de cirque chez les Fratellini, ce qui est pas rien quand même dans une formation. Au collège, ouais. Au collège, j'ai fait 3 ans d'école et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, même en tant que spectateur. J'allais plus voir du cirque que du théâtre pendant un moment.
Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment Bob Wilson qui m'a reconnecté après au cirque. Il y avait vraiment ce truc où je me suis dit que j'ai toujours aimé, mais que la porte s'est pas ouverte comme le théâtre, quoi. Alors, je vais juste préciser que Robert Wilson est l'un des plus grands metteurs en scène de théâtre, d'opéra, et aussi chorégraphe d'ailleurs à 16 heures, et scénographe, qui a eu le privilège, alors je sais pas lequel des deux a le privilège, mais tous les deux se sont rencontrés, de travailler avec Yu Ming sur Jungle Book, qui est le livre de la jungle. Ils ont fait ça ensemble avec d'autres comédiens. J'ai eu l'occasion de le voir aussi. Et c'est un spectacle absolument merveilleux. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un épisode particulier qui t'a marqué dans ton évolution, dans ton travail, en fait, des rencontres, quand tu étais en pleine formation? Alors, oui. Je pense qu'en fait, une des rencontres la plus... Comment on dit, une des rencontres les plus... je sais pas. Marquante. La rencontre la plus importante, c'est celle avec Mathieu Touzé, je pense, que j'ai rencontré à l'école départementale de théâtre. Moi, j'y suis rentrée, j'avais 17 ans, et en fait, je trouve vraiment lui qui m'a emmenée au théâtre, qui m'a fait découvrir le théâtre à Paris. Moi, je viens de l'Essonne, donc j'ai vraiment... Je n'étais pas allée à Paris avant l'âge de 17 ans, vraiment, quoi, et il m'a fait découvrir surtout la discipline, le travail, et aimer ça. Aimer la discipline dans le travail et comprendre ce que c'est la discipline dans ce milieu, dans le théâtre, en tant qu'acteur. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a apporté ça. Avec un amour du texte aussi, un amour de l'interprétation, une prise de risque sur les personnages, parce que pour avoir vu plusieurs des pièces dans lesquelles tu joues, il y a quand même pas mal de prises de risque dans tes interprétations. C'est-à-dire que c'est pas létal, c'est extrêmement vivant. C'est des personnages toujours, je vais pas dire difficiles, mais toujours en mouvement, en évolution, des personnages qui ont un côté qui ont une vie un peu dramatique. Je pense à Herculine Barbin, par exemple, et puis bien d'autres. En fait, le premier spectacle que Mathieu Touzé a monté, c'était d'après un texte d'Olivia Rosenthal qui s'appelle « Que font les reines après Noël ?» Et c'était la première fois que je lisais un texte comme ça et que je faisais cette forme de théâtre-là, contemporaine comme ça. Et après, au tout début, le premier jour, je comprenais absolument rien de ce qu'il voulait, mais j'étais vraiment perdue. Puis il sortait plein de livres. Il disait qu'il voulait parler de l'humanité, il sortait Primo Levi. En même temps, il voulait parler de Michael Jackson. Et je me disais, mais on n'a qu'un spectacle, on ne va pas parler de tout ça. Et en fait, à la fin du spectacle, on avait parlé de tout ça. Et je m'étais vraiment dit, en fait, c'est comme ça que je vais faire du théâtre. C'est cette manière-là, c'est ce truc où je vais traverser beaucoup de sujets, où je vais pouvoir parler de vraiment beaucoup de choses en même temps. Ouais, je pense qu'il y a toujours un truc un peu utile, quoi, que j'aime bien défendre. Ouais. Et dans le fond, j'entends ce que tu dis et c'est très juste. Et sur la forme, il y a aussi chez toi une chose assez rare, c'est qu'en fait, tu as une formation un peu à l'américaine, enfin à l'anglo-saxonne, très complète. Il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a de la danse aussi. Tu as fait de la danse, tu t'exprimes beaucoup par le corps lorsque tu joues. Donc c'est quand même assez rare en France. Je ne dis pas que les comédiens ne savent pas faire ça, hein, mais on cloisonne beaucoup. Et tu fais partie de ces comédiens qui ne cloisonnent pas quand ils jouent et qui sont vraiment pas en roue libre, mais parce que c'est très contrôlé, très discipliné, mais qui ont une forme c'est très protéiforme ton jeu. Et ça, je trouve que c'est assez particulier. Si vous avez l'occasion d'aller voir un jour Yu Ming au théâtre, il est en tournée, on en parlera tout à l'heure. Surtout, n'hésitez pas. Tu m'arrêtes si je me trompe dans ce que je te dis, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Non, je suis d'accord. En fait, moi, j'ai toujours aimé autant le chant que la danse, que le théâtre. C'est vraiment des amours que j'ai vraiment les trois. Et si j'en pratique pas un, ça me manque. Et c'est vrai qu'en France, on me demande très très vite de choisir un des trucs en disant si tu veux faire ça à une haute discipline, en gros, va falloir que tu choisisses. Et j'avais pas envie de choisir. Et donc, j'ai pas choisi, j'ai continué les trois. Et après, c'est de la technique. En fait, le chant et la danse me permettent quand même... on comprend beaucoup mieux la technique et comment l'enseigner dans le chant et dans la danse que dans le théâtre, que dans le jeu du comédien, en fait. Et passer par ces deux disciplines-là m'ont appris énormément ce que c'était la technique d'acteur. Donc, comment on dit un texte, comment on le fait entendre, pourquoi on va accélérer une phrase, pourquoi la ralentir, comment on fait entendre certains mots. Par exemple, sur Herculine Barbin, j'ai beaucoup travaillé ça, parce que c'est un texte du 19e siècle. Donc, pour que les gens comprennent tout ce qui se passe, il y a des phrases qui sont imbitables. Donc en fait, je passe un peu rapidement dessus. Il y a juste quelques mots que je vais faire un peu plus entendre. Comme ça, on a compris le sens. Mais on ne va pas s'arrêter sur tout parce que ce n'est pas possible. On n'a pas tout le vocabulaire du 19e siècle. Il y a plein de choses qui sont passées, quoi. Donc ça, c'est bien le chant et la danse qui me l'ont apporté.
Et une fois que tu as cette technique-là, tu t'éclates, quoi. Et je voulais revenir sur, on en parlait tout à l'heure, sur ta rencontre avec Bob Wilson. Parce que tout le monde en France, en dehors d'Isabelle Huppert, et je sais que te tient beaucoup à cœur, et on le comprend, grande comédienne, et évidemment, très peu d'acteurs français ont travaillé avec Bob Wilson. Donc je voulais juste que tu nous dises un petit mot sur la rencontre, comment ça s'est produit, et quel bonheur tu as eu de jouer dans Jungle Book, qui, encore une fois, une vraie performance vocale, puisqu'on en parlait, esthétique, et une vraie transformation. Merci beaucoup. Ça a été beaucoup d'auditions, en fait. Ça a été très, très long, les auditions. C'est une directrice de casting qui s'appelle Elsa Pharaon, que j'aime beaucoup, qui m'avait dit Bob Wilson fait cette audition-là au Théâtre de la Ville, donc à Paris, en France. Et elle m'avait repéré sur un défilé Kenzo, rien à voir. Et du coup, je décide de passer au début juste, tu fais une vidéo et t'envoies une lettre de motivation et tout ça. Et moi, j'avais découvert les spectacles de Bob Wilson, je dirais 1 ou 2 ans avant, en fait. Et le premier que j'ai vu, c'est Les Nègres à l'Odéon de Jean Genet. Et vraiment, je l'ai vu et ça m'a reconnecté à moi, enfant, en train de voir un spectacle, quoi. Il y a un truc très, très ludique d'enfant et je me suis dit, mais ça, c'est génial. Et j'ai emmené mes amis le voir et je suis allée le voir 3-4 fois, je pense, en disant, mais ça t'as plus rien à comprendre. Moi, je comprenais rien. Puis les pièces, je comprends rarement quelque chose quand même. Mais par contre, je ressentais tout et je ressentais très, très bien le rythme qu'il voulait faire et je comprenais pourquoi il voulait faire ça. Donc, j'avais envie de faire partie de son univers et de ses spectacles. Et donc, quand j'ai passé les auditions, en fait, ça s'est hyper bien passé. Mais c'était très long. C'était 7 tours. Oui, effectivement. Ouais. Et on était beaucoup. Et en fait, les Américains, c'est pas comme les Français. À chaque fois qu'ils refont un projet, ils rappellent pas les gens, ils refont des auditions pour voir si tu corresponds au rôle, même si tu as déjà travaillé avec lui ou quoi. Donc du coup, je voyais des gens avec qui il avait joué qui passaient les auditions et je trouvais ça ultra impressionnant en fait. Et lui, il est arrivé à partir du 3e tour. Et après, on s'est très vite compris, parce qu'il a quand même 2 références, c'est Isabelle Huppert et Lady Gaga, et c'était plutôt dans mes cordes. et tu fais partie du cercle des 3 maintenant. Du coup. Il y a Isabelle Huppert, Yu Ming-hei et Lady Gaga. Ouais, c'est ça. Voilà, et on en rêve tous quand même. Je voulais juste te dire un petit mot sur la prochaine pièce que tu vas jouer. Parce qu'Herculine Barbin, je le dirai tout à l'heure, on va le voir en tournée. Ça s'est arrêté à Paris, et il y a aussi le temps que je retrouve le titre. On n'est pas là, pardon. Pour disparaître. Excusez-moi, on n'est pas là pour disparaître. Dans la pièce dans laquelle tu joues 3 personnages, en fait. Ouais, c'est un texte aussi d'Olivia Rosenthal. Et je suis seule en scène. Je suis accompagnée d'une musicienne et je fais donc, c'est sur la maladie d'Alzheimer. Donc un homme qui perd la mémoire, sa femme qui le voit perdre la mémoire, et un médecin qui explique le fonctionnement en fait de la perte de mémoire. Et donc je passe par ces 3-là, ouais. Parfait. Je vous engage tous et toutes à aller voir cette pièce. On n'est pas là pour disparaître au Théâtre 14, parce que Yu Ming-hei est affilié au Théâtre 14. Je voulais juste préciser aussi que ça commence le 24 janvier prochain, donc allez-y tous, que Yu Ming-hei a aussi tourné dans la série Osmosis sur Netflix et qui sera en tournée, et je m'arrêterai là, avec Jungle Book au mois d'avril, fin mars, début avril, à Bordeaux, et qu'il sera également avec Herculine Barbin, Archéologie d'une révolution, en tournée à Bordeaux du 13 au 17 décembre. Donc c'est très bientôt. Prenez tous vos places, c'est passionnant. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Yu Ming-hei. Et on passe maintenant à la musique. Alors, nous allons passer tout de suite à la musique, parce que j'ai un toc. J'ai quand même un petit finir. toc, je le disais tout à l'heure, ce sont les Christmas albums. Là, on est en plein dedans, mais promis, l'année prochaine, j'arrête. J'en ai 2 pour vous ce soir, que vous pouvez glisser sous le sapin. Nous avons John Legend, qui est un grand de la soul. Il est assez jeune. Il a fait un Christmas album comme tous les Américains dignes de ce nom. Et le second, dont on va écouter un extrait, c'est Aretha Franklin. Vous pouvez le glisser sous le sapin et même le mettre sur une botte de persil. Je vous jure, ça marche très très bien. L'extrait en question, c'est This Christmas. Merci d'avoir été à l'écoute et à très très vite. Ciao, ciao. Hello. Hi, Merry Christmas, sweetening. How are you? Oh, I'm cooking. The bell's ringing. People are running back and forth, coming in and out. The kids are here, you know. Cooking everything. Okay. Oh, my food is burning. I'll call you back.
And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright, and we share the air through the night. Yeah, and Christmas will be a very special Christmas. Oh yeah, for me. Yeah. Hi Eddie, my son, sing it. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. Oh yeah. This Christmas, and as I look around, Oh yeah. your eyes outshine the town. Oh, they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. So we caroling through the Eddie, you mustn't upstage Mom with those high notes. shake a hand, meet a friend, y'all. This is what we got to do, gang. For me. Oh, this Christmas. Yeah, this Christmas. If you're sitting somewhere and you got the blues, think about the man who ain't got no shoes. Yeah, yeah. Hang on, hold on until Christmas. Higher, higher, hang on. Oh, the Christmas. Hang on, hold on until Christmas. Yeah, hold on to your faith till Christmas. And after, forever after. Yeah, This Christmas, this Christmas, well, 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 well. Hold on, oh, till Christmas, you gotta hold on. Merry Christmas, Ma. And when the greens gonna be ready? Merry Christmas, Eddie. The greens are almost ready. Everything is on the stove, but don't look for no chitlins this year. Them chitlins almost killed me last year. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.